Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide en direct de Washington. Ravi de vous retrouver à la une de l'actualité ce soir. Nouvelle frappe meurtrière menée par la Russie en Ukraine qui a fait état de civils tués aujourd'hui à Lviv, la grande ville où s'étaient repliées nombre d'ambassades occidentales. Le Kremlin demande aux derniers combattants ukrainiens à Mariupol de cesser le feu et d'évacuer les lieux. La situation sur le terrain à venir en début de journal. De nombreux enfants contraints d'abandonner l'école dans l'Ituri, l'une des régions de la République démocratique du Congo, où la situation sécuritaire continue de se détériorer. Avec leurs familles, les villageois fuient les attaques meurtrières menées par les groupes armés, ce qui affecte l'éducation des petits, comme nous allons le voir dans le reportage de notre correspondant tout à l'heure. Une semaine après le début des terribles inondations qui ont fait de nombreux morts en Afrique du Sud, des militaires ont été déployés en renfort à Durban, où les habitants sont toujours privés d'eau et d'électricité. Le point donc sur l'invasion russe de l'Ukraine. Pour ouvrir votre journal, plus de 4,9 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays 54 jours après le début de la guerre, d'après les chiffres publiés aujourd'hui par l'ONU. Moscou affirme avoir capturé des Britanniques et réclame de négocier leur libération avec Londres. Pour sa part, le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, appelle son pays à ne rien lâcher et refuse de céder la ville portuaire de Mariupol. À Lviv, d'ordinaire relativement épargnée par les combats, des frappes russes ont fait plusieurs morts aujourd'hui. Et c'est justement là que nous retrouvons Philippe Crowther pour les derniers développements. Des missiles, des explosions, de la fumée noire sur Lviv. Une situation rare pendant cette guerre, mais qui nous rappelle que cette ville, jusqu'ici largement épargnée, elle aussi peut être ciblée par la Russie. Les forces russes ont lancé des attaques de missiles sur cette ville de l'ouest ukrainien, tout en frappant d'autres cibles à travers le pays. C'est une tentative intensifiée d'épuiser les défenses de l'Ukraine avant un assaut total sur l'est. Le gouverneur de cette région a déclaré que les tirs de missiles russes avaient touché 3 infrastructures militaires et un atelier de réparation automobile. J'ai vu les conséquences ici à Lviv, pas loin d'ici, des voitures incendiées, plusieurs bâtiments fumants et à proximité un hôtel abritant des Ukrainiens qui avaient fui les combats dans d'autres parties du pays. Plus tôt, j'ai entendu le bruit de 2 de ces missiles se dirigeant vers leur cible, puis le bruit sourd d'une grosse explosion et la fumée noire qui a plané sur cette ville pendant 1 heure. Les analystes militaires pensent que la Russie intensifie ses frappes contre les usines d'armement, les chemins de fer et d'autres cibles d'infrastructures à travers tout le pays. Ceci afin d'épuiser la capacité des Ukrainiens à résister à une offensive terrestre majeure dans le Donbass, dans l'est du pays. Là-bas, le gouvernement ukrainien a dû interrompre les évacuations civiles pour une 2e journée ce lundi, affirmant que les forces russes bombardaient et bloquaient les couloirs humanitaires. Philippe Crowther pour VOA Afrique, Lviv. Merci bien Philippe Crowther. L'Amérique et ses alliés vont accroître la pression économique sur la Russie, indique Washington aujourd'hui, alors qu'a lieu cette semaine la réunion du G20 Finance. C'est Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, qui va représenter les États-Unis lors de la rencontre. Et dans quelques mois, au cours du sommet des dirigeants du G20 en novembre prochain, l'administration Biden entend aborder les effets sur l'économie mondiale de la guerre menée par le Kremlin en Ukraine. Davantage avec Patsy Widakuswara. Son reportage est relaté par Ginny Kapumbu-Villa. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, le président Joe Biden souhaite que la Russie soit retirée du groupe des 20 plus grandes économies et que les retombées de l'invasion soient inscrites à l'ordre du jour du sommet du G20. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, l'a expliqué à la VOA. Il n'est pas rare que des événements ayant un impact sur la communauté mondiale comme l'Ukraine et l'invasion russe de l'Ukraine jouent un rôle central dans les forums internationaux. Et leur reprise économique, leur reconstruction seront quelque chose dans laquelle la communauté mondiale va être impliquée et sur laquelle elle devra se prononcer. Cela met le président indonésien Joko Widodo, président du G20 cette année et hôte du sommet de novembre à Bali, dans une impasse.
Lui et d'autres pays membres de puissance moyenne ont leur propre agenda. Le désir du président Widodo est de s'assurer que le mandat du G20 soit respecté en s'assurant qu'en tant que représentant des économies émergentes, l'agenda de la reprise après la pandémie, y compris la crise de l'énergie, les prix de base des biens, puissent être abordables pour tous. Suite à l'annexion de la Crimée en 2014, Moscou a été expulsé du groupe des 8 principales nations industrielles, désormais connues sous le nom de G7. Cependant, il est peu probable que la Russie soit retirée du G20, un groupe beaucoup plus large avec des intérêts plus concurrents et sans mécanisme formel pour expulser un membre. Jusqu'à présent, le président russe Vladimir Poutine a l'intention d'assister au sommet avec le soutien de Pékin. Le président Biden ne sera pas dans la pièce avec eux. J'imagine que le Premier ministre Trudeau ne le sera pas non plus, ni plusieurs Européens. Ce qui place Jakarta dans une position très difficile ici. Sont-ils prêts à échanger la présence de Poutine contre l'absence de 5 ou 6 autres ? L'ambassadeur Dian Trinciadiani, co-sherpa du G20, a déclaré à la VOA que l'Indonésie écoutera les points de vue des membres tout en maintenant le rôle du G20 en tant que forum de coopération économique. Répondant aux critiques selon lesquelles les demandes occidentales d'exclure Moscou perturbent l'ordre du jour du sommet et créent la division. Jen Psaki a déclaré que Poutine s'est révélé être un paria dans le monde et n'a pas sa place dans les forums internationaux. Dans l'actualité africaine, plus d'une centaine de djihadistes, dont des commandants, ont été tués ces dernières semaines lors d'opérations terrestres et aériennes menées conjointement dans les îles du lac Tchad par le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Le lac Tchad est connu pour accueillir des combattants de l'ISWAP affiliés au groupe État islamique. Depuis l'année dernière, l'ISWAP a pris le relais de son rival Boko Haram après la mort de son chef Aboubakar Shekau lors d'affrontements entre factions. Une semaine après le début des intempéries en Afrique du Sud, qui ont fait au moins 443 morts, les habitants de Durban sont toujours sans eau ni électricité. L'armée, elle, a déployé 10 000 militaires pour prêter main forte au secours. Et à Pâques hier, de nombreux fidèles s'en sont remis à Dieu après les violentes inondations, comme nous allons le voir avec Didi Diko. Les survivants des inondations meurtrières dans la ville d'Inanda, sur les côtes est de l'Afrique du Sud, ont cherché le réconfort divin en observant le dimanche de Pâques. Inanda, une commune rurale située à 30 km de Durban, est l'une des zones dévastées par les fortes inondations qui ont laissé plus de 40 000 personnes sans abri. Sile Zikalala, ministre de la province du KwaZulu-Natal, dresse le dernier bilan. The death toll now stands at 443. Le nombre des morts s'élève désormais à 443. Nous souhaitons transmettre nos sincères condoléances et notre sympathie aux personnes affectées et aux familles de l'un des membres de notre équipe de recherche et de sauvetage qui était occupé à effectuer des recherches et des sauvetages au barrage de Henry. Il a eu des difficultés à respirer et a été transporté par les airs à l'hôpital Mediclinic où il est malheureusement décédé. Des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Pour certains, à ce stade, les prières sont le seul remède. Pour d'autres, préférant être sur le terrain, la poursuite des recherches est cruciale. Nous sommes ici à la recherche de notre voisine qui a été emportée par la rivière. Nous sommes sûrs qu'elle a été emportée par la rivière parce que nous avons retrouvé le corps de son fils, mais nous ne l'avons pas retrouvée elle. Après une semaine de fortes précipitations, la région connaît une accalmie depuis dimanche. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle jamais vue dans le pays. Des tempêtes et des cyclones dévastent régulièrement les pays voisins comme le Mozambique ou Madagascar, mais l'Afrique du Sud est généralement épargnée. Gros plan maintenant sur les enfants affectés par les multiples conflits armés dans une grande partie de la République démocratique du Congo. C'est le cas notamment dans la région de l'Ituri, théâtre d'attaques meurtrières depuis très longtemps. Les habitants sont contraints de fuir leur village et les enfants d'abandonner l'école. Les enseignants craignent pour l'avenir de ces petits. C'est un reportage de notre correspondant Zanem Netizaidi. On est là. Alors rentrez leur dire de reprendre les cours demain, mercredi, comme vous
Vous êtes venu, vous avez déjà repris depuis hier. Annie Fouambé, directrice de l'école primaire Calvario, dans le village d'Adingui, dans la province de l'Ituri, réunit quelques-uns des finalistes qui sont venus à l'école après plusieurs jours d'absence en raison des récents affrontements signalés près de leur village. Elle exhorte les élèves présents à aller sensibiliser leurs camarades à la reprise des cours, même si la situation sécuritaire est préoccupante. Alors, ça fait déjà 2 semaines que, depuis que nos militaires, le FARDC et puis les militaires, qu'a envoyé le gouvernement, étaient entrés en guerre avec les Codeco. Et ça fait déjà 2 semaines. Aujourd'hui, c'est la 3e semaine. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu cours. Nous venons d'inviter les finalistes et les élèves des classes de 6e année. Et les autres élèves sont encore à la maison suite aux problèmes sécuritaires. Cette situation entraîne souvent des interruptions inopinées des cours, ce qui a déjà provoqué des retards dans le calendrier scolaire. Cet enseignant, Ukelo Deogracias, ne sait pas comment il va pouvoir se rattraper pour toutes les matières prévues par le calendrier scolaire. Il déplore également l'absence d'un grand nombre d'élèves. D'abord, compte tenu des programmes nationaux, ça ne marche pas d'abord. Nous avons les parents avec leurs enfants qui sont en fuite à une distance de 5 à 10 km. Et puis, c'est difficile de les prendre, les retrouver, les enfants là-bas. Par exemple, nous avons l'effectif de 95 élèves dans 2 classes de 6e année. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, nous avons seulement une trentaine. Alors, ça pose des difficultés. L'implication des autorités est cruciale pour résorber cette situation, sinon l'avenir des enfants sera hypothéqué, comme l'a dit la directrice Annie Fouambé. Quand les enfants n'évoluent pas, ne suivent pas bien cours, ça peut créer le problème sur leur éducation. Et nous cherchons à ce que le gouvernement congolais arrive à terminer les problèmes d'insécurité ici, à ce que les enfants étudient et évoluent très bien. Les cours ne pouvant plus reprendre dans ces zones où plusieurs affrontements ont été signalés, les écoles sont devenues des dortoirs pour les personnes déplacées. Pour l'instant, la situation est loin d'être calme, car les attaques des milices contre la population et l'armée ne font que s'intensifier. Zanem Netizaïdi, pour VOA Afrique, des retours de l'Ituri. Washington annonce un sommet mondial pour mettre un terme à la pandémie de Covid-19 et se préparer aux dangers futurs liés à la santé. Il aura lieu le jeudi 12 mai prochain en virtuel. La rencontre va être coprésidée notamment par les États-Unis, l'Allemagne, actuellement à la tête du G7, et le Sénégal à la tête de l'Union africaine. Ce sera le second sommet mondial sur la pandémie de coronavirus qui a tué plus de 6 millions de personnes aux 4 coins du globe et bouleversé l'économie mondiale depuis qu'elle a commencé à se propager à la fin de 2019 à partir de la Chine. Le premier a été tenu par le président américain Joe Biden le 22 septembre de l'année dernière, au cours duquel il avait plaidé pour un renforcement de la vaccination à travers la planète. Et aujourd'hui, bien que le taux de mortalité dû au Covid a nettement diminué dans le monde, la propagation du virus, particulièrement son variant Omicron, empêche nombre de pays de lever les restrictions, à commencer par la Chine, où des millions de personnes sont toujours confinées. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays,
12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. D'emblée, nous mettons le cap sur le Sénégal pour faire un premier bilan du train express régional, le TER, qui relie pour le moment Dakar à Diamniadio, a été inauguré à la fin de l'année dernière. La ligne va être prolongée de 19 km pour rejoindre l'aéroport international de Dakar. Le projet a fait l'objet de critiques au départ, notamment par rapport à son coût trop élevé et de la part des habitants expropriés le long du trajet. Mais aujourd'hui, de nombreux passagers sont plutôt contents du temps que le train leur fait gagner chaque jour. De la capitale sénégalaise, le reportage de Seydina Bagay. Il est 18h, passé de quelques minutes au centre-ville de Dakar et les bouchons s'étalent sur plusieurs centaines de mètres. Au loin, entre les files de véhicules, nous apercevons l'imposante gare du train express régional TER, des dizaines d'usagers convergent vers le lieu pour regagner leur domicile. Au fil des mois, le TER est devenu une véritable alternative aux embouteillages. Énormément de temps. Présentement, comme moi, de Thiaroye à Dakar, 17 minutes, on est à Thiaroye, on est chez nous. Donc, si on prenait l'écart, on allait faire 2 heures de temps ou plus même à cause des embouteillages. Non, c'est confortable dans la mesure où il y a des tickets mensuels, des abonnements, 15 000 francs le mois. Ça nous revient à 500 francs le jour. Très controversé avant ses débuts, le TER est aujourd'hui globalement bien apprécié pour son utilité. Des usagers estime que malgré le coût jugé onéreux par certains, l'investissement semble se justifier, surtout en cette période de Ramadan. Le train express régional est vraiment utile, même si c'est cher, ça vaut le coup. Son utilité est le plus important. Moi, j'habite Guédiawaye dans la banlieue de Dakar. Si j'étais sur l'autoroute, j'allais rompre le jeûne dans les embouteillages. Ça nous permet d'être à temps chez nous. En plus, les gens viennent de plus en plus nombreux le prendre. D'ailleurs, au premier jour du Ramadan, il y avait des bousculades et des portes ont été endommagées. Mais maintenant, les gendarmes gèrent cela. Face à l'absence apparente de solution aux embouteillages qui étouffent Dakar, des automobilistes estiment qu'il est nécessaire d'étendre le TER et les chemins de fer à d'autres zones de la capitale et du reste du pays. Aujourd'hui, c'est vrai que si ça coûte 2 milliards, 5 milliards, 50 milliards, mais l'essentiel, les résultats sont en rendez-vous. Aujourd'hui, si on pouvait avoir la possibilité de desservir pratiquement presque les grands axes qui se trouvent au niveau de Dakar et même dans les régions, moi je n'hésiterai pas à habiter en dehors de Dakar et prendre cela parce que là au moins je gère le temps et là avec la route je ne gère pas le temps. Pour beaucoup de Sénégalais, l'utilité principale du train express régional TER est le gain de temps qu'il offre dans une ville en proie aux embouteillages. Pour eux, il serait judicieux de généraliser des infrastructures de transport similaires en veillant au rapport qualité-prix. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar. L'Afrique est surnommée le dernier Eldorado pour l'industrie des jeux vidéo. Les organisateurs du plus grand rassemblement de créateurs de jeux du continent veulent encourager les talents africains et promouvoir leur travail. Claire Morin-Gibourg nous en dit davantage. L'ère du jeu vidéo n'en est qu'à ses débuts en Afrique. Le nombre de joueurs a plus que doublé ces dernières années. Le potentiel inexploité du marché est immense et beaucoup s'attendent à ce qu'il explose à mesure que le continent produit plus de contenu. Jusqu'à récemment, les joueurs venaient principalement des pays industrialisés. Mais cela est en train de changer. Et cet immense marché attend d'être exploité, selon le développeur sud-africain Alexander Poon.
Nous, par exemple, en Afrique du Sud, on a 11 langues différentes. Chacune d'elles est liée à une culture, à une histoire particulière. En partant de ça, pour développer un jeu, ça permet de créer beaucoup de contenus nouveaux, jusqu'ici encore très peu explorés. Les mauvaises infrastructures et la faible connectivité ont freiné le développement des jeux sur le continent. Mais la vitesse et l'accès à Internet s'améliorent. Et le prix des équipements baisse. Né en République centrafricaine, Teddy Kosoko est un des pionniers de ce nouveau marché. Depuis 2018, il crée des jeux qui racontent l'histoire de l'Afrique. En tant qu'Africain, on part avec un handicap historique. On a tout un ensemble de choses à déconstruire. On doit apprendre aux jeunes à s'aimer, à se valoriser. Il y a un problème énorme par rapport à ça. Et pour nous, tout ça, c'est au cœur de nos créations. On veut vraiment que les gens déconstruisent tout ce qu'on leur a mis dans la tête, qui sont pas beaux, qui servent à rien, qui sont des bons à rien, etc. Teddy Kosoko est arrivé en France à l'âge de 18 ans pour étudier l'informatique et la gestion. Sa société, le studio Maseka Game, emploie 8 personnes. L'un des jeux qu'ils ont créé permet aux joueurs d'utiliser des avatars de héros africains comme le leader révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara, la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba ou encore l'ancien footballeur et président du Libéria, George Weah. Pour moi, l'avenir de toute cette industrie, et même plus, c'est en Afrique. On a un Eldorado il y a quelques siècles. Il y a eu la ruée vers l'or aux États-Unis où il y a plein de gens qui allaient chercher l'or aux États-Unis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, l'Afrique, c'est le continent où il est en train de se passer cette ruée vers l'or. Et il faut être les premiers dessus. L'Afrique, aux côtés de la Chine et l'Inde, devrait dépasser le milliard de joueurs. Mais c'est le continent qui abrite, selon les experts, le dernier public de consommateurs inexploités. Et si les sociétés veulent tirer profit du boom du jeu en Afrique, les grands développeurs vont devoir travailler avec des créateurs de contenus locaux. Oui, vous l'avez compris, eh bien, du sport à présent, et nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour une page entièrement consacrée à la Basketball Africa League. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. La conférence la conférence NIL. Pardon, bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Donc, vous le disiez, la conférence NIL désignera demain mardi tous ces 4 qualifiés pour les playoffs. Et vous le savez, les Camerounais de FAP sont en lutte avec Cobra Sport du Soudan du Sud pour l'une des 2 places qualificatives restantes et qui ont perdu ce week-end face aux Angolais de Petro de Luanda 73-60. Mission très difficile pour les Congolais d'espoir Foucache qui font présentement face aux redoutables Angolais. Toujours le week-end écoulé, les Égyptiens de Zamalek ont enregistré leur 4e victoire dans cette conférence NIL en battant les Congolais d'espoir Foucache 101-92. Retour sur les moments chauds de ces 2 derniers matchs. Le Zamalek n'a pas tardé à entrer dans son match. Diogu est adroit sur ce shoot à 3 points. McKinney se met aussi dans le tempo. Espoir Foucache essaie de suivre la cadence lorsque Nel réussit son shoot à la fin de la possession. Mais le Zamalek ne se laisse pas rattraper et prolonge son avance grâce à ce tir d'Eslam Mohamed. Kabouya d'Espoir lui répond. Ambaza d'Espoir intercepte cette passe de Zamalek. Un layup tranquille de Fulanganga. Mahmoud est au cerceau pour le Zamalek. Les Égyptiens creusent l'écart grâce à ce shoot à 3 points d'Eslam Mohamed à mi-chemin du 3e quart-temps. En face, Fulanganga d'Espoir réussit le même exercice. McKinney du Zamalek ne se loupe pas sur ce layup.
Espoir tente de revenir dans le match avec ses 3 points de Kabouya, mais trop tard. Les Congolais s'inclinent pour la 3e fois dans cette conférence nil. Le Camerounais Kemoué donne le ton de la rencontre en s'appuyant sur Bayers. Petro de Luanda répond avec Moraes qui trouve Gakou qui réussit son tir à mi-distance. Pedro étale l'avance des Angolais sur ce shoot à 2 points assorti d'une faute. Petro revient à la charge. Paulo est contré par Bidias de FAP. Toko est au rebond. Bidias à la conclusion. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps. Moreira de Petro effectue un tir à une main. Bidias tente de réduire l'avance de 9 points des Angolais. Mais Gakou de Petro trouve Dundao qui tire et inscrit 3 points, prolongeant l'avance des Angolais au 3e quart-temps. Moins de 10 minutes à jouer avant la fin du match et Petro mène avec 16 points de plus et l'écart se creuse davantage lorsque Gonçalves trouve Dundao pour un shoot à longue distance. 19 unités d'avance pour les Angolais désormais. Au finish, Petro gagne avec 13 points de plus et signe sa 3e victoire dans cette conférence nil. FAP perd pour la 2e fois. C'est demain que prennent fin les matchs de cette conférence nil. Et vous le savez, 2 équipes ont assuré leur place en play-off. Il s'agit du Zamalek d'Égypte, auteur de 4 victoires en autant de matchs. Les Angolais de Petro de Luanda seront aussi au play-off après 3 victoires en 4 matchs. 2 places qualificatives pour les play-offs sont encore à prendre. Ça se joue véritablement entre 3 équipes, Cobra Sport du Soudan du Sud, FAP du Cameroun et Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud. Voilà, tout va se décanter demain mardi, je le disais. À quoi faut-il s'attendre suivant les explications d'Amin El Amri, journaliste sportif que nous avons joint à Casablanca, au Maroc. Le hasard du calendrier a voulu que Cape Town Tigers joue Espoir Foucache, BC Espoir Foucache lors de la dernière journée. Donc c'est un match a priori à la portée de Cape Town. Et donc je pense que ce sera la 3e équipe qui sera qualifiée dans cette conférence. Après, ce sera un peu plus compliqué pour Forces armées et police du Cameroun qui affrontent les Zamalek justement lors de cette dernière journée. Ce qui va être très très difficile pour eux de décrocher la 4e place dans cette conférence nil. Mais quoi qu'il en soit, toutes les équipes, les 6 équipes ont rendu un niveau excellent tout au long du tournoi. Et les 4 équipes qui seront qualifiées pour les phases finales à Kigali seront de dignes représentants de la conférence nil. Voilà qui est dit, c'est tout pour cette page spéciale consacrée à la Basketball Africa League, dont les rencontres de la conférence nil se disputent donc au Caire en Égypte. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Merci bien Yacouba Ouedraogo, vous revenez mercredi. Merci et merci d'aller toujours au-delà de ce que vous faites, pas seulement l'actualité sportive. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Et rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. Merci à mes collègues à la régie, dont Blanche Sanou et Claire Morin-Gibourg ce soir avec nous. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À demain. Merci. Au revoir. Mbote Ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Saona Lingala na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel.